Et on est en direct. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, etc. Moi je suis complètement warpé, je ne sais même plus quel jour on est. On est mercredi. Bienvenue pour le stream du jour, l'interview de la semaine, dans un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque cette semaine on ne va pas faire une interview avec un député européen comme on a l'habitude de le faire. On va faire un peu la continuation du stream qu'on avait commencé il y a le mois dernier. Le mois dernier on a fait un stream avec la représentation du Parlement européen en France pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Parlement européen, quelles sont ces institutions, quels sont leurs réseaux, etc. etc. Et on va continuer aujourd'hui avec la grande institution suivante. Vous voyez dans le titre du stream, ça va pas être une grande surprise. Aujourd'hui, on va parler de la Commission européenne. Et donc ce soir avec nous, j'ai Valérie Drozet-Humez, pardon, qui est la chef de la représentation de la Commission en France, donc l'homologue d'Isabelle Coustet pour le Parlement européen en France, et elle est là ce soir pour nous parler de la Commission européenne, répondre à vos questions, et le but du jeu, c'est que on va faire le b.a.-ba, on va couvrir les bases, qu'est-ce que c'est que la Commission européenne, à quoi ça sert, etc., etc. Moi, je vais prétendre que j'ai jamais entendu parler de la Commission européenne de ma vie, je prétends que j'ai pas passé mon après-midi à la Commission européenne, donc on va vraiment couvrir les bases, pour permettre à vous et à n'importe qui d'autre qui regarderait le replay de comprendre voilà pourquoi est-ce qu'on a une commission européenne, quelle est sa fonction, pourquoi on en parle souvent dans les médias, et tout ça. Donc voilà le programme pour ce soir. Mme Drozet-Humez restera avec nous pendant 45 minutes, donc c'est une interview un petit peu plus court que d'habitude. Après quoi, elle ira profiter du reste de sa soirée ou travailler. Vous n'avez pas de bol, vous resterez avec moi pendant encore une demi-heure, 45 minutes encore, pour débriefer l'interview, discuter de ce que vous en avez pensé, donner des éléments de contexte supplémentaires, et juste papoter comme on en a toujours l'habitude. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions. Vous, dans le chat, vous pouvez bien entendu suggérer vos questions, vos réactions, etc. Je garde un œil là-dessus, et si les questions sont pertinentes et qu'on a le temps, je les retransmets évidemment à notre invité pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pense et répondre à votre question. Comme d'habitude, vous donnez faites vos réactions dans la joie et la bonne humeur, sans spammer, et tout ça, vous savez comment ça se passe. Et sinon, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, et je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Valérie Drozet-Humez, bienvenue et merci encore d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour cette interview. Donc, vous m'avez entendu faire une petite introduction sur vous, et je vais même pas parler de la Commission européenne parce qu'on va en parler toute la soirée, mais déjà sur vous, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter avant qu'on se lance, quelque chose que j'aurais oublié? Bonsoir à tous déjà. Écoutez, je pense qu'on va se lancer, hein, on va voir un petit peu au fil des questions. Écoutez, très bien. Commençons par vous. Donc vous êtes la chef de la représentation j'allais dire du Parlement européen, grand Dieu, non, de la Commission européenne en France. Pourquoi est-ce que la Commission européenne, déjà, elle a un bureau en France? C'est quoi votre travail? Vous savez, et c'est bien l'objectif de cette session ce soir, hein. Il y a tout ce mythe de Bruxelles, la Commission, quelque chose qui est loin, obscur, un peu inconnu. Et alors l'idée, c'est d'avoir vraiment des représentations au plus proche dans les pays, hein, donc en l'occurrence ici en France, pour faire vraiment du lien. C'est à la fois, on est ici pour expliquer les propositions de la Commission, les domaines politiques, pourquoi on a proposé par exemple une directive sur des salaires minimums adéquats dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. On va l'expliquer, on va l'adapter au contexte français, parce que si vous parlez de cette question que je mentionnais, un Suédois, un Français, vous ne le faites pas de la même façon. Donc mon homologue en Suède va le faire d'une autre façon. Et en même temps, on va essayer de faire remonter un peu ce qu'on entend. Donc moi, par exemple, je vais beaucoup sur le terrain. Je vais entendre les perceptions, peut-être certains mythes aussi, hein. Dieu sait qu'il y a une grosse production de mythes sur la Commission européenne. On va pouvoir un peu travailler là-dessus. On fait beaucoup de pédagogie, hein, comme vous. On explique les bases institutionnelles, ce qu'on fait au niveau politique. On travaille aussi sur une certaine désinformation, hein. On sait malheureusement que c'est de plus en plus important, et on a depuis plusieurs années à la représentation développé un produit qui peut peut-être vous intéresser tous, qu'on appelle les décodeurs de l'Europe, que vous trouvez sur notre site, et qui vont justement démonter un certain nombre de mythes dans cette grande usine de production de choses qu'on peut entendre sur la Commission et sur l'Union européenne. On a des contacts avec les médias, avec les institutionnels, et quand les membres de la Commission, donc l'équivalent de nos ministres européens, finalement, viennent en France, eh bien, on va les accompagner dans des rendez-vous institutionnels ou avec des associations, avec des ONG, etc. Donc, on est vraiment une courroie de transmission.
Ouais, vous êtes en fait un peu l'ambassade de la Commission européenne en France pour faire le travail d'information et aussi accompagner les commissaires quand ils viennent, ou n'importe Tout qui à d'autre fait. de la Commission quand ils viennent en France. Donc vous êtes fonctionnaire européenne, vous-même fonctionnaire de la Commission européenne. Euh, Est-ce que vous pouvez juste brièvement nous parler un peu de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler à la Commission européenne et ultimement à devenir chef de la représentation en France? Oh, vous avez toute la soirée, j'imagine, là? Oh oui, 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 c'est bon, hein, on met en pause à 45 minutes, c'est hors quota là. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis à la commission, ça va faire presque 29 ans. Alors vous voyez, ça va être un peu long. Non, mais c'est une succession de hasards, hein. J'étais pas, partie, pour faire, ce type de métier. Je voulais être médecin, pour tout vous dire, D'accord. et je n'ai pas eu la chance de réussir, le concours en première année, et donc je suis partie faire du droit, et puis, Bienvenue au club. voilà, et notamment en droit européen. Et puis un jour, il y avait une annonce dans Le Monde concernant un concours à la Commission européenne, et ben, pourquoi pas? Voilà, et donc j'ai passé ce concours. Et alors une particularité de la commission, c'est qu'après il faut chercher un poste, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a la possibilité de naviguer dans les différentes directions générales, donc l'équivalent de ministère thématique, hein. Donc moi j'ai commencé à l'environnement, et puis j'ai fait plusieurs postes dans la direction générale de l'environnement. Après je suis allée notamment au secrétariat général de la Commission européenne, donc l'espèce de plateforme de coordination, hein, au niveau de la commission. Et puis, 4 mois avant la présidence française du Conseil de l'Union européenne en septembre 21, bah, je suis arrivée ici. Voilà, pour un mandat de 3 ans. D'accord, donc Et vous avez un mandat limité dans le temps pour. ouais, tout à fait. Et du coup, comment ça se passe au bout de 3 ans? Donc là, si vous êtes arrivé fin 2021, ça voudrait dire que là, vous arrivez septembre 2024, vous arrivez probablement Parfait. C'est tout à fait ça. Je rentre à Bruxelles. Alors attendez, juste, on me demande de régler un peu votre son, donc je règle le son, j'oublie aux ordres du chat. Euh, J'allais dire un truc. Donc oui, si vous avez un mandat de 3 ans, après vous retournez à Bruxelles, vous êtes affecté dans une autre représentation, comment ça marche derrière? Alors, c'est aussi des choix personnels, hein. Donc, c'est pas comme dans le circuit diplomatique classique où il y a ces rotations, ces retours au siège. Ça, on l'a dans les délégations à l'extérieur de l'Union européenne, ce type d'approche. Mais au sein des représentations, en tout cas à titre personnel, moi, je reviendrai à Bruxelles pour rejoindre une direction générale, ou peut-être revenir à ma direction générale d'affectation qui était le secrétariat général. On verra. C'est pas encore fixé. D'accord, ok. Euh, repartons à Bruxelles, parlons de la Commission européenne. C'est quoi la Commission européenne? C'est quoi le rôle de la Commission européenne, d'une manière générale, par rapport au Parlement européen, par rapport au Conseil? Qu'est-ce que la Commission vient faire là-dedans? Alors, la Commission européenne, c'est quelque chose de totalement unique parce qu'elle est là pour représenter l'intérêt européen. Vous venez de mentionner le Conseil et le Parlement. Le Parlement, bah, c'est la voix des citoyens. Le Conseil, représenté par les ministres, c'est la voix des États. La Commission, elle, c'est elle qui va notamment mettre sur la table les propositions de législation européenne. Proposition de loi, c'est elle qui l'a fait. Elle ne la fait pas toute seule, hein. Elle consulte, elle a des experts, elle fait des études, et elle arrive avec un projet qu'elle met sur la table du Parlement et du Conseil, les deux législateurs, sur un pied d'égalité dans la plupart des domaines maintenant, qui vont amender, modifier, qui peuvent aussi rejeter, hein. C'est possible, c'est assez rare, hein, mais c'est aussi possible. Et donc la Commission, elle a ce qu'on appelle ce pouvoir d'initiative. Ça, c'est quelque chose d'important. Une fois que la loi est adoptée, son rôle aussi, là aussi, un titre qu'on entend souvent, elle est gardienne des traités. Alors c'est impressionnant, hein, de le dire comme ça, mais ça veut dire simplement qu'une fois que la loi est mise en œuvre, elle va aller vérifier bah, que c'est mis en œuvre, notamment pour les textes qui doivent être transposés dans le droit national, exactement de la même façon, parce que sinon, effectivement, d'avoir un texte qui s'applique différemment dans les États membres, on comprend tous que si on veut avoir un marché intérieur unique à 450 millions de citoyens, ça serait compliqué si chacun faisait ce qu'il voulait dans son domaine. Donc la Commission va aller vérifier ça. Et de temps en temps, on l'entend, quand les États membres ne sont pas en conformité, elle peut aller jusqu'à les amener devant la Cour de justice pour dire non, là, c'est pas correct, il faut réviser votre copie et rester dans le droit de ligne du texte originel. Elle va aussi, par exemple, faire des négociations en matière commerciale, hein, on en parle, donc c'est elle, en matière de politique commerciale, qui est à la manœuvre, hein, dans la négociation avec les parties à l'extérieur. Et puis, bien sûr, elle va exécuter le budget européen, et sous le contrôle, bien sûr, de l'autorité budgétaire, hein, et notamment du Parlement. Mais voilà les grands thèmes de son action. Ce qui est important, c'est vraiment ce rôle vraiment unique de représenter l'intérêt communautaire.
Donc en fait, si je résume, la commission, c'est un peu l'équivalent européen d'un gouvernement, hein. Si on fait un équivalent national, c'est grosso modo l'équivalent. Pas complètement, parce qu'il y a certaines choses qui sont pas complètement pareilles, mais en tout cas, c'est l'équivalent de l'exécutif qu'on peut retrouver en France, le gouvernement, en Allemagne, et cetera, et cetera. Heu et du coup, enfin, puisqu'on parle de gouvernement, et de commission, enfin, ce qu'on pourrait appeler être l'équivalent des ministres au niveau européen, c'est les commissaires européens et on a aussi une présidente de la Commission européenne. Heu, Comment est-ce qu'on devient commissaire européen? Comment est-ce qu'on devient président ou présidente de la Commission européenne? Alors, le système a beaucoup évolué maintenant et c'est très important d'avoir ça en tête parce que le 9 juin, il y aura les élections au Parlement européen. Je rappelle que c'est le 9 juin, une élection à un tour, hein, donc si vous avez l'idée de revenir en deuxième semaine, ça ne fonctionnera pas. Il faut y aller le 9 juin et suivant les résultats des élections, donc la répartition, des sièges, par parti politique, les membres, du Conseil européen, donc les chefs d'État ou de gouvernement, vont, proposer un nom et pour à la présidence, à la tête de la présidence, de la Commission européenne. Le président ou la présidente, désigné devra ensuite être validé par le Parlement européen. En même temps, effectivement, donc un ou une présidente, 26 autres membres du collège, les États membres vont proposer un représentant, puisqu'il y a un représentant par État membre, hein, un des ministres autour de la table représente l'ensemble des États membres, va être proposé et va passer une audition, un grand oral, devant le Parlement européen. Pour en avoir vu quelques-unes, je peux vous dire que ça dure longtemps, que ça va dans les détails et que c'est très exigeant. C'est pas du tout un examen de routine. Certains même n'ont pas passé cette étape, hein, donc c'est vraiment très clair. Et après, l'ensemble donc des membres du collège et du ou de la présidente vont devoir passer par le vote du Parlement européen pour être intronisés formellement. Donc c'est un processus qui est hautement lié aux élections et qui a une forte dimension démocratique, comme on le voit. Et d'ailleurs, je dirais l'autre versant, c'est que le Parlement peut aussi démettre la Commission et voter une motion de censure. Toujours sur les commissaires européens, alors donc on a aujourd'hui un commissaire européen par pays, hein. On a 27 États membres dans l'Union européenne, donc il y a 27 commissaires aujourd'hui. C'est-à-dire il y a un commissaire français, un commissaire allemand, un commissaire slovène, et cetera, et cetera. Est-ce que ces commissaires, du coup, si le commissaire français, Thierry Breton, il est là pour représenter la France dans la Commission européenne ou il est complètement détaché de la France formellement? Pas du tout. Donc, si on reprend, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la commission, c'est vraiment l'intérêt communautaire, et on dit souvent, c'est un peu une boutade, mais enfin, c'est la réalité, que lorsque le commissaire, passe, l'entrée du Berlaymont, qui est l'endroit, à Bruxelles où se trouve le siège de la commission, il ou elle laisse son passeport, à l'entrée, parce qu'effectivement, il ou elle est là pour représenter l'intérêt communautaire et absolument pas l'intérêt des États membres. C'est le Conseil qui représente ça dans la constitution des institutions européennes. Et du coup, bon, voilà, ils représentent pas leur État membre, mais derrière, les commissaires européens, ils ont des portefeuilles, hein. On a un commissaire à la concurrence, un commissaire au commerce, un commissaire au marché intérieur, etc., etc. Comment est-ce que sont déterminés, on va dire, les portefeuilles? Est-ce que c'est la présidente de la Commission européenne qui décide comment elle va découper sa commission en termes de portefeuille? Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit dans le marbre? Il y aura un commissaire à la concurrence, un commissaire au marché intérieur, etc. Ou comment on décide du périmètre, de ce que chacun fait? Alors, en fait, si vous voyez l'évolution, il y a des choses qui changent. Pourquoi? Parce que maintenant, dans le traité, le ou la présidente a la capacité d'organiser sa commission. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais maintenant qui est très clairement dans le traité. Et donc, dans ce cadre, il va y avoir des variations. Donc, par exemple, est-ce qu'on a que des commissaires? Est-ce qu'on a des commissaires, des vice-présidents? Actuellement, on a des commissaires, des vice-présidents et des vice-présidents exécutifs, donc différents niveaux avec des portefeuilles avec un périmètre plus ou moins large, justement. Et puis, quant aux intitulés, aux thématiques des portefeuilles, alors il y a des choses qui sont quasiment incontournables, hein, bien sûr, mais suivant, par exemple, si un sujet devient de plus en plus important, certains portefeuilles vont apparaître. Je ne vais pas vous révéler un mystère, actuellement, on parle beaucoup d'un besoin d'un commissaire à la défense. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a ce titre stricto sensu. Après, au titre du travail et des domaines dans lesquels il ou elle travaille, c'est une autre dimension. Donc voilà, c'est des choses qui évoluent aussi avec l'évolution des besoins, des sujets politiques, de la réalité, tout simplement.
Et dernière question sur les commissaires, la présidence de la commission et cetera. Vous l'avez dit, voilà, en fait, c'est tout ce processus de constitution de la Commission européenne va, se relancer après les élections européennes qui auront lieu le 9 juin en France, entre le 6 et le 9 juin partout en Europe et le 9 juin en France. Hem Est-ce que donc, après qui dit élection dit qu'il y aura un vainqueur, il y aura un parti qui va gagner, les élections, même si c'est pas comme en France où il y a, un parti qui a une majorité à lui tout seul, enfin en tout cas en théorie. Heu, Est-ce que ça veut dire que, ben, le parti qui gagne les élections européennes et ben, la Commission européenne est de sa couleur, donc tous les commissaires européens vont être, PPE, ils vont être socialistes, ils vont être libéraux suivant qui gagne les élections? Est-ce que, donc déjà sur la couleur politique, et est-ce que, quel est le degré de contrôle de la présidence de la Commission européenne sur ses commissaires? Est-ce qu'ils rendent des comptes à la présidence de la Commission européenne? C'est elle qui décide du cap général de sa Commission européenne. Alors, sur la première question, la Commission, elle va refléter les équilibres qu'on a à l'issue des élections européennes. Donc, et vous l'avez dit vous-même, avec le scrutin à la proportionnelle, on n'est pas dans du black and white sur deux partis. C'est beaucoup plus large avec des alliances, ce type de choses qui vont se former et un accord sur un projet politique, hein. C'est le projet politique qui se prépare quand le ou la nouvelle présidente est désignée. Après, au niveau de l'organisation, je disais qu'effectivement, il y a un pouvoir qui est donné par les traités pour permettre au président ou à la présidente d'organiser les traités. C'est un collège. Hein, c'est une terminologie qui paraît un peu étrange, mais qui montre bien que, par exemple, lorsque la Commission prend une décision, c'est pas le ou la commissaire à tel ou tel sujet, c'est l'ensemble de la Commission, hein, qui a décidé, par exemple, aujourd'hui, de faire des propositions sur l'évolution en cas d'élargissement de l'Union européenne au-delà des 27 actuellement. Et donc ça permet de garder cette collégialité tout au long, et c'est le rôle du président ou de la présidente d'être garant aussi, hein, du respect de cette collégialité. Dans le chat, il y a une question sur la comparaison entre les commissaires européens et les ministres. Est-ce que c'est les ministres en France ou autres, est-ce que c'est un parallèle absolu? C'est-à-dire les ministres ont exactement les mêmes pouvoirs qu'un commissaire? Est-ce que c'est différent? Par exemple, est-ce que un commissaire peut décider par lui-même, bah voilà, je vais proposer une loi parce que je décide que c'est une priorité? Comment est-ce que vous définiriez la différence, s'il y en a une, entre un ministre qu'on peut retrouver au gouvernement français et un commissaire? Alors, je vais vous donner une seconde parce que j'ai un problème de Oui, j'ai lumière, vu donc ça, je j'ai vais vu ça, revenir allez-y. rapidement. La technique nous lâche. Voilà, voilà. C'est bien les aspects modernes, mais des fois, c'est compliqué. Alors, disons que comme je disais, il y a une discussion sur un agenda stratégique, hein, lorsque la nouvelle commission commence. Il y a un certain nombre de priorités qui sont définies. C'est des priorités qui reflètent, hein, on a parlé de du reflet de la commission, de l'échantillon politique qu'on a à l'issue des élections. On va le retrouver aussi dans les propositions qui ont été faites. Donc, par exemple, si vous prenez les propositions de l'actuelle commission 2019, les priorités stratégiques, elles sont 6. Donc, par exemple, hein, la transition verte, la transition numérique, la place de l'Union européenne dans le monde, une Union européenne sociale inclusive, bon, ce type de priorités. Et donc ça fait déjà un cadre de travail pour les 5 ans qui va, entre guillemets, donner un cap, hein, sur l'ensemble des sujets. Maintenant, et on l'a tous vu, hein, avec toutes les crises qu'il y a pu y avoir, que ce soit le Covid ou que ce soit l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a des besoins évidemment d'action dans des domaines qui n'avaient pas été prévus, bien entendu. Alors à ce moment-là, le besoin d'action, il y aura une impulsion qui va être donnée au niveau du ou de la présidente, et aussi, suivant les domaines thématiques, de faire remonter un sujet, hein, qui mérite d'être traité. L'intérêt, c'est que quand il y a cette préparation de toute proposition, il y a toujours une phase où l'ensemble des services ont leur mot à dire. Donc, par exemple, si on prend sur un texte de la direction générale de l'environnement, une fois que la proposition est là, l'ensemble des services qui sont sous l'autorité d'un commissaire va regarder le texte et va pouvoir dire oui, dans mon domaine, il faudrait peut-être faire attention à telle ou telle dimension. Il faudrait aussi voir un effet peut-être imprévu sur un autre secteur économique ou ce type de choses. Donc ça permet de garder à la fois l'impulsion et d'avoir aussi cette transversalité qui, je pense, est assez spécifique, sans rentrer dans les détails de l'ensemble des 27 et comment ils fonctionnent, qui est assez unique,
hein, cette capacité de l'ensemble des ministères, donc nos directions générales, d'intervenir sur le texte en amont et d'assurer qu'effectivement l'ensemble des trade-offs qui doivent être faits sont faits à ce moment-là, c'est quelque chose vraiment de très spécifique. Alors, dans le chat, je vois que vous avez déclenché des passions quand vous avez mentionné la question de la défense dans les futures potentielles priorités de la prochaine commission. Euh, et une question qui émerge, c'est s'il y a un commissaire à la défense. Encore une fois, ça dépend de ce que le ou la prochaine présidente de la commission décidera, des prochaines priorités, etc. Mais admettons qu'il y a un prochain commissaire dédié à la défense. Est-ce que il ou elle va récupérer tout ce qui avait trait à la défense jusqu'ici qui était éparpillé un peu partout dans les portefeuilles de la commission, ou est-ce que ça sera uniquement des nouvelles missions qui auront été créées, entre guillemets, pour les besoins de ce mandat? Par Bah, exemple, d'une on manière mentionne le Fonds européen à la défense, qui est un fonds de 2021 à 2027. De manière générale, dès l'instant où il y a un nouveau portefeuille qui est constitué, l'idée c'est de rassembler l'ensemble des éléments. Même s'il y a cette transversalité et cette interaction entre les différents services, je veux dire, c'est juste une question de logique, hein. C'est quand même de rassembler l'ensemble de la boîte à outils finalement dans l'endroit où ça va être géré. Ça, c'est pour tous les domaines. Un thème qu'on entend depuis maintenant plusieurs années, c'est la notion de commission européenne politique, une commission politique. C'est un thème qu'on entend particulièrement depuis 2014. Il y avait Jean-Claude Juncker à l'époque qui disait voilà, ma commission sera une commission politique. On a eu en 2019 Madame von der Leyen qui a dit ma commission sera une commission géopolitique. 2024, je ne sais pas ce qu'ils vont rajouter en plus au mot politique. Mais en tout cas, la commission maintenant se veut beaucoup plus politique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une commission politique, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire quoi avant la Commission européenne n'avait pas de rôle politique avant 2014, avant que Jean-Claude Juncker décrète que sa commission était politique. Comment faut interpréter ça? Bah, je dirais que, puisqu'on parlait de tous les mythes qui courent sur l'Union européenne, sur la Commission, on dit souvent qu'est-ce qu'on entend comme titre? Souvent technocratie. Mm. Donc, le fait aussi de casser ce mythe en disant politique, c'est montrer, bah, par exemple, que c'est pas ce train qui avance de manière un peu désincarnée et aveugle en faisant des propositions, en ne voyant pas ce qui se passe, mais être politique et être géopolitique, c'est voir ce qui se passe dans le monde, c'est voir ce qui se passe dans les interactions au niveau des États membres, c'est de voir ce qui se passe dans le sentiment des citoyens européens et d'avoir cette capacité de mettre des messages qui soient adaptés à cette réalité, à ce qu'on entend. Je crois que c'est surtout ça qu'on a vu venir. On a vu aussi prendre malheureusement l'ampleur de la capacité de répondre aux enjeux politiques et géopolitiques qu'on a connus, hein. Il y a eu malheureusement un certain nombre de séries, la crise financière, la crise de l'euro, on a eu le Covid, on a l'agression de l'Ukraine par la Russie. Donc voilà, c'est aussi montrer que la Commission est ancrée dans cette réalité politique et les bouleversements et qu'elle est capable d'apporter des solutions et d'y répondre. Ce qu'elle a montré par exemple dans le Covid. Mm. Et est-ce que dans vos contacts sur le terrain, vous voyez que ça imprime? Les gens maintenant comprennent qu'il y a un rôle politique de la Commission européenne, c'est pas juste une technocratie, ou les gens continuent de penser que la Commission européenne, c'est des fonctionnaires technocrates qui sont loin de tout? Ah ben, je rencontre un peu tout le monde, hein. Je dirais certains pensent encore que c'est de la technocratie, mais je dirais sans s'attacher aux termes, hein. Je crois qu'il faut moi, ce qui me paraît le plus important, c'est de montrer la réalité. Donc par exemple, moi quand je vais sur le terrain, j'essaie de montrer, l'Europe ça veut dire quoi concrètement pour vous? Eh bien ça veut dire par exemple, que, votre enfant a une tablette, à l'école, payée en partie par des fonds européens, qui lui a permis de continuer à faire l'école connectée, hein, ce qui n'était pas forcément possible. Ça peut être aussi grâce à des fonds européens. Ben, il y a une maison de santé qui est en train de s'ouvrir dans la ville alors qu'il y avait une désertification dans la région, par exemple, sur l'accès aux médecins. Donc de montrer ces aspects très concrets. Et là, on n'est pas du tout dans la terminologie ou les idées reçues. On est dans le concret et dans le fait que l'Europe apporte justement une solution à une réalité et des questions que chacun d'entre nous on se pose au quotidien. Et je crois que c'est de diminuer justement cette distance qui est extrêmement important et de montrer l'Europe par la preuve, par la réalité, plutôt que par les termes et par les traités bien sûr, ou par le discours institutionnel. Et du coup, quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les gens, monsieur tout le monde, ils vous disent quoi quand vous vous dites: «Bah, voilà, moi je suis la chef de la représentation de la Commission européenne». C'est quoi leurs réactions? C'est des réactions positives, intéressées, négatives? Qu'est-ce que vous avez comme type de Ah ben, retour? j'ai un panorama complet.
J'ai un peu de tout. Ceux qui disent, la commission, «Ah, vous avez encore proposé ceci ou cela». Alors des fois, c'est pas en fait la commission qui l'a proposé du tout, c'est même pas une question européenne, donc voilà, il faut un peu rétablir, la réalité mais je vois aussi beaucoup d'intérêt à découvrir, à aller justement au-delà d'un certain nombre de mythes. Des fois, on commence par le mythe et puis alors on creuse ensemble et à la fin, on dit: «Ah bah oui, bah, c'est intéressant et puis je vais en parler autour de moi parce qu'on ne le sait pas». Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que il faut avoir au moins l'information. Après, je dirais, chacun, pense ce qu'il veut, mais on a cette chance d'être en démocratie, de pouvoir voter comme on veut, donc il faut en profiter. Mais au moins avoir les clés, avoir, une possibilité d'avoir la bonne information, je crois que c'est essentiel. Et toujours sur cette question de la relation avec les gens, au quotidien sur le terrain, on dit souvent que la Commission européenne, ils vivent dans une tour d'ivoire à Bruxelles, loin des gens et cetera et cetera. Quand il y a une proposition législative, quand il y a une directive, un règlement européen qui sort, heu, est-ce que la Commission européenne a des systèmes en place pour consulter pas seulement des professionnels, pas seulement des lobbyistes, pas seulement des syndicats et cetera, mais des gens, monsieur tout le monde? Est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour essayer d'impliquer un peu plus le grand public dans les processus législatifs, qui ont lieu au niveau européen? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur le portail effectivement, de Exprimez-vous, Have Your Say, je sais, Ouais. vous pouvez trouver, ça là-dessus. La commission fait énormément de consultations en amont de ses propositions et je parlais effectivement tout à l'heure des études, qu'on peut, sur lesquelles on peut se baser, des experts des États membres qu'on peut consulter, des experts, de l'industrie, des ONG, du secteur économique. Mais la voix des citoyens peut se faire entendre par toutes ces consultations qui sont en ligne notamment. Et on a aussi régulièrement un certain nombre de panels sur des sujets. On a eu par exemple un panel sur la, euh, la- pour diminuer la production de déchets alimentaires, hein, ce type de choses. Donc il y a vraiment une implication de plus en plus importante des citoyens. C'était quelque chose qui existait déjà et bien sûr, quand il y a eu la conférence sur l'avenir de l'Europe, tout ce processus vraiment inusité, hein, parce qu'à 27, faire des consultations avec les citoyens, faire des panels, les entendre, faire remonter des propositions. Certaines propositions ont été reprises directement par la commission dans des propositions. Donc c'est quelque chose qui a vraiment nourri, le lien direct avec, entre guillemets, «la fabrique» de la loi européenne et les citoyens européens. Et donc du coup, selon vous, maintenant quand on entend tout ça, voilà, vous êtes aussi en contact une partie de votre travail, c'est d'être au contact des gens, leur parler de ce que vous faites, de la Commission européenne et cetera et cetera. Il y a les mécanismes de consultation, les panels citoyens maintenant suite à la Conférence sur le futur de l'Europe. Heu, Est-ce que pour vous, du coup, la question de ce qu'on appelle, communément le déficit démocratique de l'Union européenne et notamment de la Commission européenne, c'est un sujet qui est «réglé» entre guillemets ou, il y a d'autres choses à faire, il y a toujours moyen de faire plus, pour essayer de lutter contre cette perception de déficit démocratique, d'éloignement entre les institutions européennes, de manque de légitimité vis-à-vis des institutions européennes? Bah, tant que la perception demeure, je crois qu'on est là pour la combattre. Donc je vous parlais de l'aspect peut-être le moins glamour, mais l'aspect institutionnel qui explique vraiment comment la commission, par exemple, est nommée. Le processus aussi qui montre cette interaction et cette perméabilité à l'extérieur et qui est importante, mais je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de la pédagogie. Il faut continuer à le dire, à expliquer que c'est pas effectivement quelques personnes lointains et isolées à Bruxelles qui, un matin, se réveillent avec l'idée de faire tel ou tel texte. Non, il y a tout un processus. Il y a aussi des demandes, hein, des demandes des États membres, des demandes du Parlement sur le fait que la Commission, puisqu'elle a justement ce monopole de l'initiative, travaille sur un certain nombre de dossiers, de sujets et fasse des propositions. Donc il faut juste continuer, si je puis dire, à faire cette pédagogie et avoir des relais qui nous aident à le faire, hein. On a, par exemple, nous, sur le terrain, au niveau de la représentation, on a 49 centres Europe Direct sur l'ensemble du territoire français qui nous permettent d'être des premiers guichets d'Europe, tout simplement. Vous en avez un, par exemple, j'étais à Dijon il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aller les voir, leur poser des questions sur des propositions, sur des projets de mobilité ou autre chose. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des relais au plus proche, hein, des Français. C'est le point d'information local, sur tout ce qui concerne l'Union européenne, un peu partout sur les territoires Voilà, et 49 centres qui sont là à votre disposition. Il faut juste trouver sur la carte, sur notre site, et il y en a un qui est pas loin de chez vous.
Oui, alors moi je suis à Bruxelles, donc oui, effectivement, j'ai un point Ouais, d'information bah, sur l'Union européenne qui est très proche de chez moi, c'est clair. je pars à ceux peut-être qui nous écoutent. Oui, bien sûr, je sais, je rigole. Heu, vous l'avez dit un peu au début, l'Union européenne, enfin, la Commission européenne a un rôle de contrôle, sur les États membres. Et vous avez aussi mentionné la question des fonds européens. Voilà, les tablettes que vos enfants peuvent utiliser à l'école, c'est des choses qui ont été financées par les fonds européens. Est-ce que la Commission est, enfin, comment est-ce que la Commission contrôle la manière dont, par exemple, les États européens, la France, par exemple, va utiliser les fonds européens? Est-ce que la France, on lui donne un chèque, elle en fait ce qu'elle veut, comme elle veut? Ou est-ce que la Commission va dire très précisément: «Bon, bah, c'est ce chèque, tu dois l'utiliser pour telle action, telle action, telle action» et j'irai vérifier chaque facture derrière? Alors, ça va dépendre du type de fonds au niveau des modalités de contrôle, mais bon, il y a un principe simple pour tout le monde. On a de l'argent public sous notre responsabilité, et c'est sûr qu'il faut veiller à ce qu'il soit bien utilisé. Donc, par exemple, si on prend le fonds de développement régional, hein, le FEDER, que peut-être vous allez trouver près de chez vous, vous verrez peut-être un panneau sur un pont qui a été construit, sur un gymnase qui a été rénové, ce type de choses. Là, effectivement, il y a, des montants qui sont alloués, qui vont mis en œuvre, en gestion par les régions françaises, hein, pour ce fonds de développement régional, qui vont faire des programmes opérationnels qui, en amont, vont être validés par la Commission européenne. Et puis, bien sûr, après, il y a du suivi sur les décaissements, un certain nombre de preuves et aussi, la Cour des comptes européenne qui peut faire des vérifications. Donc on vérifie à la fois que les objectifs du programme qui ont été annoncés, bah, ils sont suivis, tout simplement, que l'argent sert à remplir les objectifs qui ont été annoncés, et puis qu'il y a une bonne gestion financière, puisqu'on est tous redevables devant le contribuable européen de l'argent. Il y a une question dans le chat sur votre activité en tant que représentant de la commission. C'est, comme disait, voilà, il y a des points d'info un peu partout sur le territoire, et cetera. Est-ce que vous-même, au fil des années, vous avez vu que vous étiez invité régulièrement et de plus en plus par des acteurs locaux pour parler de ce que la Commission européenne fait, de ce que l'Union européenne fait, ou non? Oui, je vois une évolution, et puis, je vais dire, très simplement, dès l'instant où on a ces relais locaux, on travaille beaucoup en amont avec eux pour savoir, bah, si on peut monter un événement, s'il y a quelque chose qui est intéressant, qui est par exemple, s'il y a une préoccupation particulière sur un territoire, d'aller en parler. Donc c'est un peu je dirais, c'est à double sens, hein, on fait à la fois des invitations qui viennent directement, et nous aussi on essaie de construire un certain nombre de déplacements ou de programmes pour répondre vraiment à une réalité locale, et je dirais apporter cette pédagogie dont je parlais sur le terrain. Et au niveau des médias d'une manière générale, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, sollicité régulièrement par les médias, la télévision, les journaux et cetera pour, expliquer ce que la commission fait? Est-ce que, vous-même vous avez encore perdu la lumière. Est-ce que vous-même, vous allez, solliciter les médias pour leur donner votre avis ou pas? Parce que c'est vrai que la Commission européenne a souvent un peu le rôle de punching ball favori des médias et des politiques, des politiques nationaux, donc la question peut se poser, bah, où est la Commission européenne pour défendre un peu son honneur, face aux attaques dont elle peut faire l'objet? Effectivement, on y travaille tous les jours. Alors, je parlais de l'importance d'avoir des relais, parce qu'effectivement, on est toute l'équipe ici, est très dynamique et veut porter, cette pédagogie, mais on a besoin des relais. Je parlais des centres Europe Direct, d'un côté. On a aussi besoin, par exemple, de travailler avec les élus qui sont sur le terrain, et on a un bureau à Marseille qui travaille justement pour, leur apporter un certain nombre d'informations au niveau territorial. Et au niveau de la presse, on travaille sous plusieurs angles. Donc déjà, on leur prépare souvent des petits séminaires ou des webinaires ou des visites même à Bruxelles, pour qu'ils aient vraiment tout le contexte de comment ça marche, comment avoir des contacts. Voilà. Donc précisément, par exemple, quand la presse va entendre une idée sur ce que peut-être la Commission est en train de préparer, elle a la possibilité de savoir vers qui s'adresser, et peut-être démythifier quelque chose qui est en train de sortir, ou trouver un certain nombre de moyens de l'expliquer. Donc on travaille à la fois avec la presse, je dirais, télé, audio, au niveau national, et aussi avec la presse quotidienne régionale
de plus en plus. Personnellement, quand je vais sur le terrain, je travaille beaucoup avec la presse régionale. L'accueil est maintenant, s'est beaucoup amélioré, moi je trouve, parce qu'il y a une vraie vision, certains me le disaient encore il y a une semaine, qu'on est sur des choses qui concernent les gens sur le terrain. Déjà parce que lorsqu'il y a, par exemple, une PME qui a reçu des fonds européens, qui va pouvoir rester sur site ou qui va pouvoir embaucher, bah, ça devient tout de suite très concret et c'est des gens de la région, les personnes de cette PME qui ont monté un dossier, qui ont pu le faire. Et donc ça, c'est une vraie histoire hein, pour quelqu'un de la presse pour en parler. Pour tout ce qui est effectivement je dirais, mettre fin à un certain nombre de mythes ou d'histoires qui sortent. On est en contact régulièrement avec eux, y compris pour dire voilà, ce qui a été publié ou dit ne reflète pas la réalité. On peut vous donner, nous, des informations et pour corriger ce message. Donc oui, on travaille énormément avec ce relais. C'est un relais très important hein, dans notre paysage démocratique européen. Hein. Donc il faut effectivement qu'ils soient équipés et qu'ils puissent, après, c'est eux bien sûr qui décident de leur ligne éditoriale, mais avoir la matière première, les bonnes informations. On est là aussi pour les aider à les avoir ou les connecter sur Bruxelles, sur les personnes qui vont les avoir. Et toujours sur ce sujet, je suis curieux sur la question du mandat, des marges de manœuvre que vous pouvez avoir pour défendre la commission. Si par exemple demain il y a un ministre qui dit une énormité en disant voilà, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la faute de la Commission européenne qui nous a imposé des trucs. Est-ce que vous avez le droit d'aller dans la presse, dire non, non, ce que ministre machin a dit sur la Commission européenne, c'est un mensonge éhonté, c'est pas la faute de la Commission, etc., etc. Ou est-ce que voilà, vous êtes la Commission européenne, la France c'est un État membre, donc vous pouvez donner un peu quelques éléments de contexte, mais vous pouvez pas aller monter au créneau et répondre à l'attaque directe. C'est quoi vos marges de manœuvre pour la manière dont la politique européenne peut être usée ou mal usée dans les médias à des fins politiques? Alors moi, en tant que fonctionnaire, je vais être plutôt sur un niveau de factuel. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est mis en avant, on va pouvoir revenir avec les faits, mais pas rentrer effectivement dans la polémique directe. D'accord. J'ai une question dans le chat, toujours sur les médias. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des médias type Politico qui aient émergé, qui sont très spécialisés sur les questions européennes ou contexte, si on parle de presse française, qui ont émergé ces dernières années, est-ce que ça a eu un impact, vous le sentez, sur l'intérêt qui est porté à l'Union européenne au niveau national? Est-ce que du coup les médias nationaux disent ah bah tiens, je vois des Politico qui font des gros titres sur ça, et du coup je m'y intéressais aussi, ou on va dire les grands titres européens qui sont à Bruxelles dans la bulle européenne, au final, n'ont pas du tout impact sur la couverture de l'Europe que vous pouvez voir au niveau des organes de presse nationaux? Alors, je dirais que ça reste quand même assez lié à une certaine bulle. Alors, peut-être pas la bulle Hmm. bruxelloise un peu étendue, mais c'est pas le relais le plus direct pour certains. Ça peut peut-être susciter une question s'il y a quelque chose qui est, je dirais, très prégnant dans l'actualité, qui a été sorti par un de ces titres, d'aller creuser. Hein. Mais je vois pas de passerelle immédiate en dehors d'une bulle assez déjà assez habituée quand même à la mécanique. Si on parle un peu des mythes, enfin toujours des choses qu'on dit régulièrement sur la politique européenne. Par exemple, chaque année, dans le cadre du semestre européen, donc sur les politiques économiques européennes, on a les habituels tartes à la crème où on dit la Commission européenne veut imposer à la France une réforme des retraites, une réforme une réforme de la santé, etc., etc. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que c'est la Commission européenne qui dit à la France: «Bon, bah, voilà, vu l'état de ton économie, tu dois faire une réforme des retraites», ou comment ça se passe? C'est quoi ces recommandations? Parce que je pose la question assez précise parce que c'est un truc qu'on entend systématiquement, chaque année à l'occasion du semestre européen. Effectivement et c'est un mythe, qu'il faut tuer dans l'œuf parce qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. C'est, effectivement, il y a une évaluation de la situation économique, mais les moyens, hein, les réformes qu'il faut faire, elles sont décidées, au niveau des États membres, hein, donc c'est absolument pas la Commission européenne qui a demandé, à la France de faire une réforme des retraites, ça c'est très clair. Mais pourtant, enfin, quand à chaque fois on nous cite le document, on montre l'extrait du document, dit bah voilà, la commission dans ses recommandations dit ah peut-être qu'une réévaluation des systèmes de retraite pourrait être envisageable. Est-ce que c'est la Commission européenne qui de manière autonome a mis cette proposition sur la table, ou est-ce qu'elle reflète juste que l'État français peut dire à la commission de bah voilà, nous éventuellement c'est ce qu'on a en tête pour
améliorer les comptes ou faire ceci ou cela? Comment est-ce Oui, qu'ils arrivent à ces il y a une recommandations? différence entre le constat effectivement sur un certain nombre de situations et de besoins et les moyens qui vont permettre, de les atteindre. Et là, par contre, c'est au niveau des États membres que ça va être fait. On a la question aussi, par exemple, dans d'autres domaines où il va y avoir un objectif qui est fixé au niveau européen, les moyens d'y arriver vont être laissés aux États membres. Mmh. Donc là, c'est très classique, il y a une séparation, très claire là-dessus. Il faut y arriver, mais c'est la façon de le faire, c'est l'État membre qui va le déterminer. Évidemment, sous réserve, je dirais, que, l'objectif puisse être atteint, hein, puisque quand on a des objectifs qui sont fixés au niveau européen, qui sont décidés à 27, l'objectif, c'est que chacun puisse les atteindre. Et comment ça se passe quand il y a des tensions entre les États et la Commission européenne? Par exemple, si on prend l'exemple français, il y a en ce moment des tensions entre l'interprétation de, ce que, la France doit faire en matière d'énergie renouvelable. La Commission européenne disant: «Voilà, on a des objectifs chiffrés, chaque État devrait avoir X d'énergie renouvelable dans son mix énergétique», et la France qui dit: «Non, non, non, ça va être les énergies décarbonées, ça va être mon nucléaire, ne touchez pas à ça». Comment ça se passe? Est-ce que vous-même, vous avez un rôle là-dedans? Est-ce que vous êtes convoqué, au ministère, de, l'environnement ou de l'énergie? On dit: «Voilà, la Commission européenne dit ça, on n'est pas content». Enfin, comment ça se passe, ces moments de divergence, entre États et la Commission européenne? Alors, au niveau de la représentation, on n'est pas du tout impliqué dans ce type de négociation, en tout cas, ça c'est clair, s'il y a une négociation qui s'engage là-dessus. Il y a beaucoup de débats au niveau européen. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, même s'il y a ces objectifs, la façon d'y arriver, le contrôle sur la manière qui a été faite, il y aura des discussions, il y aura qui peuvent prendre du temps. Et c'est pour ça, chacun effectivement fait connaître ses objectifs en amont. Et puis, sur des sujets, puisque je mentionnais que la Commission était gardienne des traités, va vérifier notamment la mise en œuvre conforme, par exemple, d'un règlement ou d'une directive. Euh, à la fin, si vraiment il y a un problème sérieux, la commission, va, faire un certain nombre d'étapes juridiques, hein, qui peuvent aller effectivement jusqu'à la cour si ce n'est pas respecté. Donc il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges et puis dans des cas, juridiques bien avérés, la commission joue son rôle aussi. Et est-ce que c'est fréquent, que, la commission, traîne devant la justice un État ou que derrière la cour de justice inflige des sanctions, des amendes ou autre à un État? Ou ça reste quand même quelque chose de très exceptionnel, ce genre de choses? Alors, j'ai pas de statistiques globales, ça dépend des différentes étapes, hein, mais par exemple, au niveau des sanctions, des pénalités financières que vous mentionnez, on a eu, il y a quelques années, au niveau de la Pologne, par exemple, sur la question d'une forêt primaire, qui n'était pas respectée, hein, par rapport à sa fonction de forêt primaire, où effectivement, la commission a porté l'affaire en justice et des sanctions, pénalités financières jusqu'à la conformité avec l'arrêt de la Cour de justice ont été aussi, fixées, à la Pologne. Donc ça arrive, effectivement. Hem, Si on regarde un peu enfin, les politiques européennes, il y a des politiques européennes sur plein de sujets différents, on pourrait faire la liste jusqu'à demain et y être encore. Ces politiques, on est censé tous les aimer de manière égale, mais on a tous des préférés. C'est quoi, vous, votre politique européenne préférée? Ouh, c'est difficile ça comme question. Hem, Préféré, je sais pas si c'est le mot, mais j'aurais tendance à mentionner, la question, sociale parce qu'on a beaucoup moins tendance à l'accoler avec la notion d'Europe. Mmh. Et donc ça me donne juste envie de le souligner, parce que même si effectivement, il y a des domaines où il n'y a pas une compétence, première qui paraît évidente en matière européenne, le fait qu'il y ait un certain nombre de piliers, notamment en matière sociale, de piliers des droits sociaux qui aient été édictés au niveau européen, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'à nouveau, comme je disais, quand on parle de commerce ou de concurrence, ça vient plus naturellement, mais peut-être moins en matière sociale. Et là, je vais, refaire un Ouais, biais allez-y, allez-y. d'électricité parce Heu que et justement, c'est très bien que vous mentionniez la politique sociale, parce que c'est vrai que c'est une politique souvent, quand on entend une critique qu'on entend souvent des institutions européennes, c'est: «Ah oui, l'Europe, c'est l'économie, c'est le commerce et cetera, mais c'est pas le social». Et du coup, vous me dites, voilà, l'Europe sociale, c'est un sujet que vous aimez bien évoquer. Bah, c'est quoi l'Europe sociale? Qu'est-ce que la Commission fait en matière d'Europe sociale? bah, par exemple, aujourd'hui, il y a une proposition de la Commission pour, donner un cadre, de stage qui soit un peu, je dirais, d'abord, clair.
et notamment que les stages ne soient pas utilisés comme, je dirais, de la main-d'œuvre facilement et utilisable, notamment au niveau financier. C'est aussi, je mentionnais, d'avoir, des salaires minimums qui permettent de vivre dans l'ensemble des États membres. Alors peut-être qu'en France, avec la notion du SMIC, ça te paraît un peu étrange, hein, mais dans tous les États membres, il n'y avait pas ce type de système. C'est travailler aussi sur la question, par exemple, le soutien au banques alimentaires, au Resto du Cœur via le fonds d'aide alimentaire, hein. Donc, l'Europe est là aussi pour répondre à cet important défi, hein, de la précarité alimentaire, hein, qui est encore important au niveau européen. Il faut savoir que, par exemple, dans ce domaine, c'est un quart des repas qui sont fournis grâce à de l'argent européen. Donc, beaucoup de domaines où effectivement, même si l'action européenne vient en appui, hein, au niveau des politiques des États membres, il y a beaucoup de travail qui permet de faire avancer les droits. On a parlé des travailleurs des plateformes, hein, puisque c'est quelque chose aussi qui a été proposé par la Commission et qui maintenant a abouti. Donc voilà, plein de domaines qui répondent à une réalité sociale et économique au niveau européen qu'on retrouve dans les propositions et dans l'action européenne. Alors, je regarde le temps, on arrive gentiment aux 45 minutes, donc je vais poser mes dernières questions. On a les élections européennes le 9 juin. Bon, la Commission européenne ne va pas être élue à l'occasion de ces élections. Donc du coup, qu'est-ce que la Commission fait pour ces élections? Enfin, je veux dire, est-ce que vous attendez juste gentiment que les élections se passent et voir ce qui va en sortir, ou est-ce que vous avez un rôle actif dans la préparation de la campagne, dans l'information autour de la campagne, etc. Comment est-ce que la Commission européenne, alors, de manière institutionnelle, approche cet événement? Bah, d'abord, elle fait connaître ce que la Commission fait, ce que l'Union européenne apporte aux citoyens. Parce que c'est déjà savoir pourquoi ça vaut la peine de se déplacer le 9 juin, parce que se faire entendre, c'est donner, donner sa voix finalement à l'orientation, hein, du futur Parlement européen, et donc par ricochet, la Constitution et les priorités de la Commission européenne, hein, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, au niveau de la représentation, ce qu'on fait particulièrement, c'est de continuer sur cette pédagogie. Donc, rappeler ce que l'Europe et ce que la Commission apportent comme réponse quotidienne, rappeler qu'il faut aller voter, qu'il faut se faire entendre, continuer à travailler contre ce manque d'information ou cette désinformation pour que chacun ait un peu les éléments clés pour pouvoir se prononcer. Donc pour nous, effectivement, la campagne, le spot, c'est du côté du Parlement européen. Mais le fait de rappeler qu'il faut aller voter et pourquoi il faut aller voter et qu'est-ce qu'on fait au niveau européen, c'est quelque chose auquel on participe tous les jours en faisant cette pédagogie. Et on a parlé de plein de choses différentes aujourd'hui autour de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a un aspect du travail de la Commission européenne qu'on n'aurait pas forcément discuté, qui, à vos yeux, qui serait important de mentionner à minima? Bah, on l'a mentionné, mais je crois que c'est vraiment important de rappeler à la fois cette proximité avec la réalité de la vie des Européens et des Français en particulier, et le fait qu'il y ait vraiment cette interaction dans la façon de faire de la politique et de faire des propositions. Je crois que ça, c'est un élément clé parce que ça fait tellement partie finalement de ce qu'on entend au niveau des faux messages sur la Commission qu'on ne le répétera jamais assez. Ah, ok. Quelqu'un me demande dans le chat si vous avez une interaction avec l'entité européenne sur la désinformation, donc des infos, mais c'est justement un organe de la Commission européenne. Donc oui, effectivement, la Commission européenne a des interactions avec les organes qu'ils ont créés justement pour lutter contre la désinformation. On a 45 minutes, donc il est temps pour moi de vous remercier, Marie-Dorothée Humès, d'avoir pris le temps. Si les gens doivent retenir un message de vous ce soir sur la Commission européenne, une chose qu'ils doivent savoir sur la Commission européenne, c'est quoi votre message? La Commission, elle travaille pour vous. Ah bah, c'est parfait, c'est court, c'est clair, moi ça me va très très bien. Donc merci encore Madame Dresa-Humès d'avoir accepté de répondre aux questions ce soir. Chat, soyez sûr de la remercier. Vous pouvez voir sous son flux vidéo, j'ai mis le X de la représentation de la Commission européenne en France, donc comme ça vous pouvez regarder ça directement et voir toutes les actions qui sont faites sur place. Madame Dresa-Humès, j'espère que vous avez apprécié votre première expérience sur Twitch, malgré vos mésaventures avec la lumière.
Vous voyez qu'on travaille très fort sur la réduction de la consommation Oui, d'énergie. bah, dans le chat, quelqu'un fait exactement la même remarque sur effectivement que la commission, ils sont très écolos sur l'usage de l'énergie, donc c'est ça, tout le monde aime. Donc merci encore, je vous souhaite une très Merci à bonne vous. soirée, et à très bientôt, j'espère. Très bien, un grand merci. Au Au revoir. revoir. Ok, chat, dites-moi tout. Pendant ce temps-là, je ferme tout ce que j'ai à fermer. Hop, tac, tac, tac. Et on fait le débrief. Voilà. C'est trop bien l'ambiance dark. Bah, ça donne un petit côté cosy, etc. On aurait pu, la prochaine fois, je mettrai des, j'éteindrai la lumière et je mettrai des bougies. On fera une interview à la bougie en mode très, j'allais dire romantique quand même. On est professionnel, mais très cosy, voilà, hein, très intimiste. Alors toi, t'as bien suivi, Stéphane. Hein. Là où on n'était pas sur le Conseil, on était à la Commission européenne. T'as tout compris. T'as tout compris. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là pour faire le service après-vente. Donc voilà, on a eu la session sur la Commission européenne. Pour nous expliquer un peu le b.a.-ba, comment ça fonctionne, tout ça. Cette institution qui est un peu mal aimée, hein, faut dire, qui est un peu mal aimée dans les institutions européennes. C'est marrant, toi, on va dire, il y a trois principales institutions européennes. Parlement européen, Commission européenne, Conseil. On a le mal-aimé, la Commission européenne. Hein, la Commission européenne, c'est le punching ball favori de tout le monde. Il y a celui qui est dans l'ombre et qui ne parle jamais, c'est le Conseil. Et il y a celui qui a le complexe d'infériorité, c'est le Parlement européen. Faut lire entre les lignes, mais il y a les données à gratter. Oh, ça va, on a été relativement clair. Hein. Après, voilà, évidemment, sur le soir, je suis pas allé poser des questions politiques, enfin, très politiques, etc. Parce que, voilà, en face, voilà, Mme Drosé-Humez, elle est la chef de la représentation de la Commission en France, mais c'est une fonctionnaire, donc elle a un devoir de réserve. Elle n'est pas commissaire européenne, donc elle peut pas aller. Elle peut pas sortir du bois en balançant des grosses punchlines. C'est pas son rôle. Hein. En tant que fonctionnaire, elle a un devoir de rester, de rester quand même. J'allais dire en retrait, non pas en retrait, mais en tout cas de rester sûr du factuel. Enfin, elle l'a dit elle-même, hein, quand il y a du clash, elle se met, elle parle que sur du factuel, elle va pas dans le clash politique. Elle laisse ça aux politiques. Donc oui, effectivement, ce soir, l'objectif c'était pas d'avoir de la punchline, de la grosse punchline politique. C'était pas c'était pas l'objectif, et deux, c'était pas le rôle de Mme Dorzé-Humez. 29 ans d'Union Européenne, elle roule dessus. Oui, c'est sûr que oui, quand t'as des gens qui ont 30 ans de carrière dans la Commission Européenne, si tu leur pars sur leur sujet, oui, il y a des bonnes chances qu'ils te roulent dessus. Hein. Ça, c'est clair et net. Même si parfois, ça peut avoir les effets un peu inverses. Je parlais avec un pote un ancien du Parlement qui ensuite est passé à la Commission Européenne, et en fait il me disait, c'est très marrant parce que dans la Commission Européenne, c'est une grosse machine, hein, je regardais un peu avant le stream, c'est 32 000 personnes, hein, il y a 32 000 fonctionnaires de la Commission Européenne. Alors ça paraît énorme comme ça, hein, mais je crois que j'avais fait les comparaisons, je crois que c'est la statistique que tout le monde sort, c'est la Commission Européenne emploie autant de personnes que la mairie de Paris. Je crois que 32 000 personnes, c'est l'équivalent de Bercy, quoi. C'est l'équivalent du nombre de fonctionnaires à Bercy, je crois. Donc c'est l'équivalent d'un gros ministère en France. Mais du coup, mon pote, il me disait, ouais, là, tu sais, la Commission Européenne, en fait, t'as plein de gens qui sont là depuis 15, 20 ans, 30 ans, etc. Mais c'est des gens, en fait, qui sont tellement... Enfin, c'est des gens qui sont la tête dans le guidon, et qui en fait sont tellement dans leurs dossiers, pas dans les dossiers politiques justement, mais dans les dossiers techniques, etc., qu'en fait ils savent pas parler avec des gens qui font pas de la technique, ils sont pas politiques, ils comprennent pas, on va dire les gens qui sont pas experts. Et du coup, tu peux avoir quelqu'un qui a 30 ans de commission européenne derrière lui, ou 30 ans de Parlement européen, ou 30 ans d'institution européenne, mais si c'est quelqu'un qui était purement sur le travail technique, il va être incapable en fait ça va être très difficile pour lui d'expliquer en fait de manière claire, ou même d'avoir une analyse politique
de ce qu'est la politique européenne. Et du coup, mon pote, il me disait, voilà, moi, je sors du Parlement européen, j'étais un peu, le mec chelou dans ma DG, parce que je comprenais ce qu'un politique voulait, je savais parler à un politique, et j'étais capable de créer un récit politique autour d'une politique, d'une politique et de choses qui sont techniques. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez 30 ans de maison européenne que vous nécessairement, voilà, vous savez comment expliquer ce qu'est l'institution européenne, ce que vous faites au quotidien au grand public ou créer un récit politique. Vous avez des gens qui sont dédiés à ça, et du coup, voilà, notre invité de ce soir, Valérie Drezeux-Humez, ça fait partie de son rôle. Elle est là justement pour faire un peu, elle le disait même, hein, elle est là pour être la courroie de transmission vis-à-vis des Français. Elle, une partie de son rôle, c'est justement d'expliquer sur le terrain, en région, en France, etc., aux Français moyens, voilà, qu'est-ce que la commission fait, comment ça fonctionne, etc. Et c'est des fonctions qui sont spécifiques et qui sont particulières, hein. Et encore une fois, c'est pas spécifique non plus à la Commission européenne, hein. Vous prenez un fonctionnaire d'un ministère en France, quelqu'un qui a bossé 30 ans dans le ministère, sur les questions techniques, il y a moyen que si tu lui demandes demain de te faire un récit politique des politiques sur lesquelles il travaille, il y a moyen qu'il soit pas capable de te faire non plus un truc très pédagogue, hein, donc et merde, et du coup je sais plus boire, je fous de l'eau partout. Ah, c'est la crise, ma bonne dame, c'est la crise. Hop, attends que je réapprenne à boire. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris moi comme note? Ça m'a fait marrer au début quand on m'a dit ouais, quand on parlait un peu de son parcours, comment est-ce qu'elle est arrivée à la Commission européenne, dit ah oui, moi je suis arrivé par hasard. C'est un peu l'histoire que j'entends de tout le monde. La moitié des gens, en gros, t'as dans les institutions européennes, t'as ceux qui sont là par mission. En gros, ils ont fait dès le départ, ils savaient qu'ils voulaient bosser dans les institutions européennes, donc ils ont fait Sciences Po, ils ont fait fac de droit européen, ils ont fait le collège de Bruges, etc., le Blue Book, et ensuite ils sont allés à la Commission européenne. Et t'as ceux qui sont atterris là par hasard. Genre ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, ils sont plus jamais repartis. C'est tout l'un ou tout l'autre. À chaque fois, ça me fait marrer. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés là par hasard, quasi par hasard. Mais ouais, ça m'a fait marrer quand on dit, oh, en fait, moi, à la base, je voulais être médecin, et j'ai raté les concours, donc du coup, je me suis rabattu sur du droit européen. C'est plutôt marrant, mais assez représentatif de ce que, du type de parcours qu'on peut retrouver, à Bruxelles. Un exemple que je dis souvent, c'est moi quand j'étais au PE, donc moi, j'ai le parcours semi-normal, dans le sens où j'ai pas fait Sciences Po, mais j'ai fait une fac de droit. Et j'ai atterri à Bruxelles un peu par hasard. Mais moi j'avais un collègue quand j'étais au PE, j'avais un collègue, un assistant parlementaire qui bossait pour une autre députée française PPE, et le gars il avait fait un CAP pâtisserie. Le gars était assistant parlementaire, il était chef de bureau d'une députée européenne, et à la base, il a fait des études en pâtisserie. Du coup, c'était pratique quand on faisait les soirées, etc. Il nous faisait les gâteaux. Mais chaque fois qu'il disait ça, j'étais là, mais c'est quoi l'histoire? Comment t'atterris après un CAP pâtisserie? Comment t'atterris au Parlement européen? Alors lui, il est arrivé par la case plus politique. Hein, lui, il était impliqué d'abord en politique locale, et ensuite, au fur et à mesure de sa carrière, il a fini au Parlement européen. Déjà, c'est quelqu'un qui était plus âgé que nous. Hein. Il était pas un vingtenaire ou un trentenaire. Hein. C'était quelqu'un qui avait déjà une carrière. Il avait la quarantaine déjà, mais. C'est un exemple que j'aime bien utiliser. Mon collègue au Parlement européen qui avait fait un CAP pâtisserie, ça montre que en fait, parfois on peut atterrir quand même dans ces. Enfin, même s'il y a des parcours classiques pour atterrir dans l'institution européenne, il n'y a pas ce parcours et aucune autre option. Il y a des gens qui ont des parcours très différents, qui peuvent atterrir dans les institutions européennes et avoir des carrières tout ce qui est plus intéressantes et passionnantes par ailleurs. Mais ça a fait marrer, ouais, le fait qu'au début elle voulait être médecin et elle a fini chef de la représentation de la commission en France. De quoi on a parlé? On a beaucoup parlé des commissaires européens. Donc les commissaires européens, l'équivalent des ministres dans la Commission européenne. Hein. Et comment est-ce qu'ils sont nommés? Le fait que notamment un concept qui est un peu étranger en France, l'idée qu'un candidat soit auditionné. Genre, imaginez ça. Vous imaginez, voilà, il y a un remaniement demain.
Gabriel Attal est renouvelé comme Premier ministre. Il nomme une pléthore de nouveaux ministres dans son gouvernement. Imaginez, avant que ces ministres deviennent ministres, donc aujourd'hui, c'est le nom atterri dans le truc, et ils sont ministres, point à la ligne. Exemple de gens atypiques qui arrivent au PE, Rachid Dati. Tu déconnes, c'est pas du tout. Enfin, tu dis ça en rigolant. Dati, elle bossait. Moi, elle était dans ma délégation, donc je parle de ce que je sais. Dati était quelqu'un qui bossait. Elle bossait dans ses commissions parlementaires, donc pour le coup, on peut pas tracher. Après, des gens qui ont des parcours différents, et il n'y avait rien que nécessairement qui les menait au Parlement européen. Chez les députés français, par exemple, t'as Karima Deli, une députée européenne verte, aujourd'hui présidente de la commission des transports au Parlement européen. Je l'avais accueilli, allez regarder dans les archives, de la chaîne, je l'avais accueilli en interview il y a un an et demi ou 2 ans. Et elle a un parcours qui est vraiment particulier. Enfin, je veux dire, ses parents ne savent pas lire. Hein, elle a un parcours, donc ses parents, je sais plus s'ils sont marocains ou tunisiens, je ne sais plus, mais ses parents ne savent pas lire. Et du coup, quand elle racontait l'anecdote, quand le jour où elle a été élue députée européenne, elle a été foutue sur la liste, à un moment donné, elle s'attendait pas à être élue, elle a été élue, elle disait, ouais, moi j'ai appelé à 4h du matin mon père, pour lui dire, voilà, papa, je suis députée européenne. Mon père m'a engueulé en me disant, écoute, nous on est en train de dormir, laisse-nous dormir, arrête avec tes blagues. Et il lui a raccroché au nez. Alors qu'elle venait de devenir députée européenne, il pensait que c'était une blague. Donc des parcours particuliers, il y en a. On a eu quoi comme parcours particulier? On avait Daniel Cohn-Bendit, notre révolutionnaire préféré de 68, qui après s'être fait virer de France parce qu'il était 68ard, il s'était fait élire député européen sur le côté allemand. Il a commencé comme député européen chez les Allemands. Bon, après, il s'est rabiboché avec la France, il est revenu en France, mais au début, Cohn-Bendit avait été était formellement élu comme député allemand. Même s'il était français, etc., etc. Je réfléchis à ce qu'il y a d'autre comme profil atypique dans les députés. Enfin, il y a vraiment de tout. Hein. Franchement, vous allez regarder, il y a des dans les députés européens, on a eu quoi? On a eu des vainqueurs de l'Eurovision, des candidats à l'Eurovision. On a eu des sportifs de haut niveau. On a eu quoi? Je parle pas français. Hein, je parle tous députés européens confondus. Alors évidemment, on a les classiques, hein, les anciens ministres, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme profil un peu particulier? On a les activistes, etc. Ça c'est du classique. Non, là j'en ai pas un qui me vient là en tête comme ça où vraiment on a des gens qui sont de partis satiristes, donc littéralement des comédiens. Ça c'est les députés allemands. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des députés en prison. Genre, il y a un député européen aujourd'hui, un député grec d'extrême droite. Il est député européen, mais en prison. Il est en prison, donc il est toujours député européen parce qu'il n'y a pas de procédure pour les démettre, hein, en droit européen. Enfin, en droit grec en l'occurrence. Mais formellement, il est député européen. Mais il est en prison. C'est un député Aube Dorée. Donc l'Aube Dorée, c'était en gros les néo-nazis grecs, des mecs bien hardcore. Et en gros, le parti s'est fait démanteler parce que en gros, c'est avéré que c'était une quasi-mafia en fait. Hein. Ils avaient assassiné un rappeur. Enfin bref, c'était un gros bordel. Et les mecs avaient fini. Le mec avait fini en prison, mais formellement, il est député européen. Voilà. Il a pas le droit, évidemment, il a pas le droit d'aller. Il vient pas siéger à Strasbourg, mais formellement, il est député européen, même s'il est en prison. La France a des plusieurs mandats spécialisés pour envoyer des parlementaires fantoches au PE. C'est moins en moins vrai. La France, effectivement, a toujours eu historiquement j'allais dire historiquement, il y a une tendance à envoyer, à voir en tout cas politiquement l'Europe comme étant la voie de garage. Hein, jusqu'à très récemment, du fait de la tradition jacobine politique française, c'est-à-dire que si t'es pas à Paris, tu n'existes pas, ou si t'es pas maire, tu n'existes pas.
l'Europe, c'était vraiment le truc que c'est là où tu mettais les gens qui n'avaient pas été élus à l'Assemblée nationale, les gens que tu veux remercier parce qu'ils t'ont aidé dans une campagne, etc. Donc tu les fous les élections européennes, etc. Tu fous les gens que tu veux loin de Paris, que tu veux exiler, donc tu les envoies au Parlement européen, comme ça ils vont être à Bruxelles, ils t'emmerderont pas. Mais voilà, c'était la voie de garage. Et du coup, effectivement, voilà, t'avais pas des gros profils. Du coup, il est noté absent ou bien excusé pour les votes. Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Je sais pas. Faudrait que j'aille vérifier, tiens, c'est pas con comme question. J'imagine qu'il doit être excusé. Il a une bonne excuse pour pas voter, mais c'est vrai que je suis jamais allé regarder comment c'est fait. Tiens, j'ai regardé à l'occasion. Comment est-ce qu'il est. Est-ce qu'il y a une mention? Parce que normalement, quand les députés sont excusés, il y a une mention, etc. En disant voilà, il y a une excuse médicale, etc. S'il est absent, il a des amendes. Il y a des amendes pour les absences non justifiées. Si mes souvenirs sont bons. Hein, parce qu'au Parlement européen, donc voilà, vous devez, quand vous rentrez au Parlement, quand vous allez voter au Parlement européen, vous devez signer une feuille de présence et donc ça dit voilà à quel point vous avez été présent, etc. Et en dessous d'un certain taux de présence, genre 50%, et ben là vous avez une partie de vos indemnités parlementaires qui commence à être réduite. Mais vous pouvez, si vous avez des excuses justifiées, par exemple vous avez un truc tout con, vous êtes hospitalisé, bah oui, effectivement, vous êtes excusé, c'est marqué au procès verbal, voilà, machin a été, tel député était absent mais est excusé. Et auquel cas, bah voilà, vous êtes pas sanctionné. Mais voilà, faudrait que j'ai regardé. Est-ce que je suis au trou? Ouais, je vais regarder. Sans déconner, j'ai regardé parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir déjà, est-ce que toutes les sessions, il est mentionné comme étant excusé? Quel est le statut? C'est vrai que ça serait intéressant. Regardez, j'irai faire la vérification et je vous raconterai. Bref, pour revenir à mon sujet initial, donc putain, on fait un string Commission européenne, je me retrouve à parler du Parlement européen, je suis vraiment monomaniaque moi. Donc oui, les parlementaires, la France a toujours considéré les députés comme, enfin le Parlement européen comme étant la voie de garage, mais ça change. Ça change un peu, hein, de plus en plus. Moi en tout cas, j'ai vu un effet avant, après Macron. 2017 a été un moment où Macron ayant fait de l'Europe un de ses sujets clés, et avec l'émergence d'autres événements qui ont mis l'Europe au premier plan, hein, par exemple le Brexit, l'Europe a été un peu moins vue comme étant une voie de garage. Et il y a des gens qui se disent, bah voilà, moi je veux être député européen, je m'en fous royalement de l'Assemblée nationale, je veux être député européen, je veux peser au niveau européen, et il y a une reconnaissance de l'importance d'un mandat européen. Ça, c'est quelque chose, et on commence à voir cette évolution, même si, encore une fois, voilà, dans la mentalité française, ça reste très jacobin, etc., etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu moins vu, en tout cas, comme étant la voie de garage. Est-ce que ça veut dire qu'on a des meilleurs candidats? Pas forcément. Parce que les listes, les candidats qui sont mis sur les listes, c'est aussi le résultat d'équilibre politique interne au parti. Et c'est aussi le résultat d'équilibre interne au parti. Donc oui, dans toutes les listes, on aura toujours des mecs qui sont mis là, ou des nains qui sont mis là, pour des raisons purement politiques, et qui n'ont pas fortement un intérêt né pour l'Europe. Mais il y aura aussi des gens qui vont vouloir aller à l'Europe, qui sont volontaires pour aller à l'Europe, hein, c'est pas juste la voie de garage pour eux. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir des députés des gens qui se retrouvent députés européens alors qu'ils s'en foutaient royalement de la question européenne, mais qui y prennent goût et deviennent bons en tant que députés européens. Je prends mon exemple. Mon dernier député européen, il sortait de l'Assemblée nationale, il a été grosso merdo placé sur la liste pour faire plaisir, pas pour faire plaisir, mais en tout cas, pas parce qu'il avait une grande passion européenne à la base, mais voilà, il a été foutu sur la liste, il a été élu. Très bien. Il est député européen, et au début, lui, franchement, il était là, bon, voilà, moi, l'Union européenne, c'est pas forcément mon délire, voilà. Moi, j'ai passé 10 ans à l'Assemblée nationale, j'étais bien à l'Assemblée nationale, mais voilà, maintenant, je suis au Parlement européen. Et au fur et à mesure, en fait, il a pris goût au truc. Et très rapidement,
il a commencé, au début, il grognait, il disait ah ouais, la cantine du Parlement européen, c'est dégueulasse par rapport à la cantine de l'Assemblée nationale. Au bout de 6 mois qu'il me disait ça, j'ai envie de l'étrangler. Mais bref, toi, on avait un peu on est en permanence à la comparaison entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale. Mais au bout d'un moment, mais lui, il était là. En fait, il disait, bah, en fait, moi, aujourd'hui, maintenant que j'ai fait à la fois le Parlement européen et la Commission européenne et l'Assemblée nationale, moi, si on me donnait le choix entre être à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, eh ben, je choisirais le Parlement européen. Il dirait, voilà, moi, je préfère le Parlement européen parce que, certes, on est loin des médias, certes, on est moins visible, etc. Mais en tant que député, j'ai plus d'influence, j'ai plus de marge de manœuvre pour faire ce que je veux, j'ai plus de moyens pour faire mon mandat de député, etc. Donc, la grande majorité, moi, j'ai rarement vu des députés qui disent, bah moi, en fait, je préfère le mandat national au mandat européen en termes de pouvoir, etc. Il y en a qui préfèrent se barrer aux élections nationales parce qu'ils veulent aller sur BFM, etc. Mais beaucoup de députés, eh ben, ils prennent le goût à l'Europe, ils prennent le goût à la fonction européenne. Et moi, j'ai tendance à dire que, à beaucoup d'égards, un député européen a plus de pouvoir. Il a plus de pouvoir qu'un député national. T'as 3 exemples de députés européens qui sont devenus nationaux. Jadot, Bito et Vogel. Bito, il est toujours député européen. Et Vogel, elle était pas députée. Elle était conseillère politique chez les Verts. Mais elle est devenue sénatrice, effectivement. Mais Bito, oui, il est toujours... et c'est EAU. Il est toujours député européen, oui. Après, des exemples de députés qui sont barrés ensuite à l'Assemblée nationale, il y en a plein. Hein. Ça, c'est pas ça qui manque. Hein. Mais en tout cas, Bito est toujours député européen. Vogel, elle est sénatrice et elle était conseillère politique. Elle n'était pas députée européenne. T'as aucun doute, après son mandat, il passera national par le terrain. Ah, écoute, ça, je ne sais pas. Bito, je crois qu'il négocie une place. Hein. Je crois qu'il a négocié une place pour être une place éligible aux européennes, je crois. Donc, non, elle était conseillère politique. Elle était conseillère politique. Elle était avec une députée européenne. Enfin, Vogel, c'est un peu le power couple, vu que sa copine, c'est merde. Ah, pourquoi j'ai le trou? Terry Reinke, qui est une députée européenne allemande, coprésidente du groupe des Verts. Donc c'est un peu le power couple, Vogel Reinke. Mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on parlait de tout ça? Ah oui, putain, le segue de ouf. On commençait à parler des auditions de commissaires. Ouh, le segue. Ouh, j'en ai fait des segways, mais là, celui-là était quand même violent. Je retourne à mes moutons. Imaginez, voilà, il y a un changement ministériel, etc. Imaginez un candidat pour être ministre, avant de devenir ministre, il devait aller à l'Assemblée nationale et être auditionné. Genre, il doit être cuisiné par une commission parlementaire, par 40 députés pendant 3 heures, 4 heures, pour voir si il est carré sur ses dossiers, si politiquement ça passe, etc. Imaginez. Alors en France, ça n'existe pas, et ben au Parlement européen, à la Commission européenne, ça existe. Un commissaire européen, avant d'être commissaire, et ben il doit passer par la case Parlement européen. Il se fait cuisiner en mode violent pendant 4 heures par les députés pour savoir si est-ce que le mec comprend les sujets dont il est censé être responsable, et est-ce que politiquement il a fait des conneries ou pas. Et à la fin, le Parlement dit oui ou non. Et à chaque mandat, il y a des candidats commissaires qui se font jarter, parfois pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'en gros, le Parlement les trouve pas assez solides, techniquement, parfois pour des raisons politiques, c'est-à-dire il y a soit un État membre a mis un candidat un peu toxique politiquement, donc le Parlement dit ok, il n'y a pas moyen que ce mec il finisse à la Commission européenne, ou parce qu'ils veulent foutre un coup de pression politique, la droite sur la gauche sur la droite. Mais à chaque mandat, vous avez un ou deux candidats commissaires qui se fait jarter par le Parlement européen, et donc les États doivent mettre un nouveau candidat. Par exemple, là, le commissaire français, Thierry Breton. C'était pas le candidat initial. En 2019, le candidat initial d'Emmanuel Macron pour être commissaire, c'était Sylvie Goulard, qui était ministre de la Défense à ce moment-là.
Elle a passé son audition, elle s'est fait jarter. Parce que, pour des raisons politiques, parce qu'en gros, elle avait des affaires d'assistant parlementaire. Avant, elle était députée européenne et il y avait des affaires d'emploi fictif. Elle était impliquée là-dedans, et donc, du coup, le Parlement européen dit non, non, elle, on la met pas. On la veut pas, et donc, est arrivé Thierry Breton, qui est devenu commissaire au marché unique et qui est devenu, depuis, entre-temps, commissaire à la moitié des choses sur la planète. Mais c'était pas le choix initial, Thierry Breton. Donc voilà, après chaque élection, vous avez tout un processus d'audition des candidats pour être commissaire européen, et à chaque mandat, vous en avez qui dégagent. Et c'est pour ça qu'en gros, là, on a les élections qui vont être le 9 juin. On va avoir la présidence de la Commission européenne qui va être désignée mi-juillet, confirmée mi-juillet, pardon. Et la nouvelle Commission européenne, on l'aura pas avant début novembre. Parce qu'en fait, entre septembre et novembre, les commissaires vont être passés à la moulinette par le Parlement européen en audition, etc. etc. Et ça, c'est un processus du coup qui prend du temps, qui n'est pas dans les traités. Hein. Les traités ne disent pas, les commissaires doivent être passés à la moulinette dans des auditions. C'est une pratique politique qui s'est développée. C'est le Parlement européen qui a affirmé son pouvoir et qui a dit voilà, moi je suis censé dire oui ou non à la Commission européenne. Moi je vais pas le faire sans donner mon avis. Et donc du coup, j'exige que les commissaires viennent chez moi pour faire des auditions. Et la commission, les États membres ont accepté de jouer le jeu. Donc ça, c'est une pratique politique qui a émergé, qui est devenue standard maintenant, mais qui n'est pas dans les traités. Vous allez regarder dans les traités, il y a marqué nulle part que les commissaires doivent aller faire une audition au Parlement européen. Il est marqué juste, voilà, les candidats commissaires sont nommés par les États membres en coordination avec la présidence de la Commission européenne, et le Parlement européen donne son approbation sur la Commission européenne en bloc. Il y a nulle part l'idée d'audition, etc., etc. C'est le Parlement européen qui a créé de facto une pratique en disant voilà, moi je veux qu'il y ait des auditions, et les autres ont décidé de jouer le jeu, et c'est devenu maintenant la pratique normale. Vous avez systématiquement les auditions à chaque fois qu'il y a un nouveau commissaire. Et du coup, ces commissaires européens, comme Drozaïmes disait au début, quand ils arrivent à la commission, ils laissent leur passeport à la porte. Hein, sur le papier, ils ne représentent pas leur pays. C'est-à-dire que Thierry Breton, il est français, mais il ne représente pas la France à la Commission européenne. Hein. La Commission européenne représente l'intérêt commun de l'Union européenne. Il ne représente pas l'intérêt de la France. La France est uniquement représentée au Conseil. Donc, d'ailleurs, Dunker, j'ai oublié de te remercier d'ailleurs pour le sub. Merci, du coup. La révocation par les mêmes moyens est possible aussi. Alors, la révocation, c'est uniquement collectif. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme qui a été mis en place qui existe pour révoquer un commissaire précis. C'est tout ou rien. Pour virer la Commission européenne, c'est vous devez faire une motion de censure, et ça fait tomber toute la Commission ou personne. Après, vous pouvez amener des commissaires à démissionner pour des raisons de pression politique, mais le Parlement ne peut pas sniper des gens très précis dans la Commission européenne. Il peut foutre des pressions politiques. Il y a eu des cas comme ça. Par exemple, on a eu ce mandat-là, on a eu Phil Hogan, qui était le commissaire irlandais au commerce, qui s'est fait... qui de facto s'est fait sniper parce que pendant le Covid, il y a eu une affaire comme quoi il aurait cassé les règles en vigueur, et de facto, Van der Leyen a exigé sa tête sur un plateau, et il a démissionné. Sans qu'il y ait eu besoin d'une intervention du Parlement européen, etc. Politiquement, il a été foutu sous pression et il a donné sa démission. Mais effectivement, comme Mesneri a dit, même si sur le papier les commissaires sont censés laisser leur portefeuille, leur passeport à la porte, ils sont quand même un peu l'œil de Moscou de leur pays dans la Commission européenne. Hein, Thierry Breton, évidemment, il représente l'intérêt européen, il garde quand même un œil sur ce qui se passe à Paris, il écoute quand même ce que Paris dit. Donc c'est pas complètement détaché. Là où il peut y avoir un détachement complet, c'est si par exemple vous avez un commissaire européen qui n'est pas de la même couleur politique que son gouvernement.
là, effectivement, il va y avoir plus d'indépendance du commissaire, parce que le commissaire européen n'est pas de la couleur politique du gouvernement, donc forcément, il va être peut-être un peu moins attaché. Mais sinon, oui, effectivement, les commissaires peuvent regarder un peu quand même ce qui se passe à la maison, et s'ils veulent revenir, s'ils veulent préparer l'après, etc., ils vont quand même tenir compte de ce que leur pays d'origine dit. Et ça peut aussi avoir un effet sur leur influence, hein. Par exemple, vous prenez aujourd'hui le commissaire européen à l'agriculture. C'est un Polonais. C'est un Polonais qui a été mis là par le précédent gouvernement, du PiS, hein, ultranationaliste. Tout le monde sait que il prenait ses ordres de la Pologne, du gouvernement polonais qui défend uniquement les intérêts polonais. Et du coup, bon voilà, son influence était quand même très réduite, parce que justement, voilà, il était juste là pour défendre l'intérêt polonais, être la voix du gouvernement polonais, et pas plus. Donc ça se ressentait aussi dans l'influence qu'il avait. Bah, écoute, bon dîner, bon appétit, et à la prochaine. Sinon, et oui, juste je finis sur les commissaires. L'autre truc important, c'est le principe de collégialité. C'est quoi le principe de collégialité? C'est l'idée que les commissaires, la Commission européenne, le collège des commissaires est responsable, est responsable de manière unitaire. C'est-à-dire que toute décision de la Commission européenne n'est pas de la responsabilité du commissaire européen qui a fait la proposition, n'est pas la responsabilité de la présidente de la Commission européenne, c'est la responsabilité de toute la Commission européenne. Tout le collège des commissaires est solidaire des décisions de la Commission européenne. C'est-à-dire que si demain il y a un projet de règlement proposé par Thierry Breton, certes, ça sera Thierry Breton qui va être en première ligne, mais Margrethe Vestager devra le défendre, et même si elle n'est pas d'accord forcément sur le fond, elle devra défendre, parce que de manière collégiale, la Commission européenne aura pris cette décision. Donc il y a peu de marge de manœuvre en théorie pour qu'un commissaire dise ah mais en fait cette décision qui a été prise par tel commissaire c'est de la merde, moi je suis contre. Parce qu'il y a le principe de collégialité, ils sont censés rester solidaires les uns des autres. En pratique, encore une fois, il y a quelques nuances, hein. Il y en a quelques-uns qui peuvent se sniper mutuellement, notamment à l'approche d'élections, etc., etc. Mais le principe, c'est que la collégialité, on peut pas se sniper mutuellement. Alors attends, j'ai loupé un bout de la conversation là. Je suppose qu'on attend la validation des candidats par les partis politiques. Alors attends, je remonte la conversation. Ah ouais, du coup, en fait, j'ai complètement zappé une des questions sur effectivement comment les élections européennes se présentent en France. Bah écoute, ça se présente lentement. Ça se présente lentement. Les listes doivent être présentées d'ici au 6 mai. Hein, les partis commencent lentement à valider leurs listes respectives. Hein, même si ça a des degrés divers et variés, hein, tous les noms ne sont pas arrêtés, parce que ça fait évidemment l'objet de négociations politiques, mais ils doivent finir ça d'ici le 6 mai. Le 6 mai, c'est la deadline pour présenter les listes, pour finaliser les listes pour les européennes, et donc ça part après le 6 mai, on aura une liste définitive. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon petit truc là? Est-ce que vous voulez que je parte sur une rente sur la conférence sur le futur de l'Europe? On a les têtes de liste en France, avec la 20e place. Oui, avec la 20e place, surtout si t'es un petit parti. Je veux dire, t'es la France Insoumise, t'es Reconquête, t'es LR, effectivement, avec la 20e place. Les 5 premières places, oui, elles sont importantes. La 20e, tu t'en fous réellement. En revanche, t'es le RN ou t'es Renaissance, Ensemble, etc. Là, par contre, la 20e place, c'est une place éligible. Hein, donc, suivant les partis, tu t'embalèques un peu moins. Tu peux t'embalèques plus ou moins des listes, des positions après la 20e. Hein. Mais on va dire que... je veux dire, on a quoi, l'état des sondages, c'est quoi? On a le RN aujourd'hui à 30%. Renaissance à 18-19%. Les socialistes à 10-11%. Les Verts à quoi? Vert LR et Vert LR à quoi? 7-8%. LFI à 6-7%. Reconquête à 4-5%.
PCF à 3-4% si mes souvenirs sont bons. T'oses pas regarder la 20e place du RN. Bah, je te rassure, la 20e place du RN n'est pas annoncée. Pour le moment, ils ont annoncé les seuls qu'on connaît, c'est la tête de liste, évidemment, Jordan Bardella. On connaît le numéro 2, les Jerry, l'ancien patron de Frontex. Je crois qu'ils ont annoncé le 3e, mais je suis pas sûr. Non, ils n'ont pas annoncé le 3e. C'est LR qui a annoncé le 3e, et sinon le reste, on sait pas. Et d'ailleurs, le RN revendique de faire une campagne tardive parce qu'ils n'ont aucun intérêt à s'exposer. Ils sont à 30% sans rien foutre. C'est pour ça que Bardella n'est pas venu au débat de Public Sénat entre les têtes de liste parce que il a aucun intérêt à le faire. Il est en tête sans rien foutre. S'il s'expose, il a que des trucs à perdre. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à regarder le débat de la semaine dernière qu'on a commenté en live sur la chaîne, sur Public Sénat. C'était fort drôle. Fort drôle, non, c'est pas drôle, c'était un peu le bordel. C'était un peu le bordel. J'ai trouvé que le mot-clé de ce débat, c'était chaos. Tout le monde, je sais pas pourquoi, depuis 2 semaines, tout le monde invoque le chaos. Je sais pas pourquoi, tout le monde se met des éléments de langage comme quoi les autres, c'est le chaos. Je sais pas s'ils ont joué à Warhammer ou je sais pas quoi, mais le chaos, c'est un peu la punchline de tout le monde ces temps-ci. Bon. Passons. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez que je discute sur la Commission européenne ou sur autre chose? Parce que la Commission européenne, voilà, c'est l'équivalent du gouvernement européen, hein, vous avez un peu compris. Alors on a parlé longuement aussi du processus, comment est-ce que la Commission européenne essaie de se rapprocher, on va dire, des citoyens, des gens, que ce soit en se déplaçant sur le terrain, que ce soit en ayant ces plateformes, que j'ai mis le lien dans le chat. J'ai mis le lien dans le chat sur les processus de consultation publique, etc., pour qu'ils donnent leur avis sur les politiques européennes, etc. Mais voilà. Pour les européennes, votez Slanesh. Qui est-ce qui voterait... Alors, en vrai, si on fait l'équivalent... Attends, qui voterait quoi? Slanesh, ça serait qui? Non, le PE ne peut pas décider un commissaire en particulier. C'est tout le monde ou personne. Ils peuvent foutre de la pression politique pour essayer qu'un commissaire démissionne, mais ils ne peuvent pas le sniper précisément. Ils peuvent juste faire une motion de censure pour virer la Commission européenne dans son ensemble, mais pas juste un particulier. Parce qu'il y a le principe de collégialité, etc. Slanesh et Zemmour, je sais pas. Non, Slanesh, ça va être les micro-listes, là, pas chasse, nature, pêche et tradition, mais sur le plaisir de la chasse, etc. etc. Merde, la liste de Willy Schrem. Je sais pas, c'est la liste des chasseurs. Moi, je vois bien Slanesh. Moi, je vois bien Slanesh là-dedans. Sinon, mais qui? Korn. Korn, on met ça chez le RN. J'imagine. Nurgle. Qui est-ce qu'on mettrait chez Nurgle? Ah, Zemmour, il est pas anti-vax? Il est pas anti-vax, Zemmour? Je sais plus. Dans les Zemmour, anti-vax. Ouais, non, il est pas... Il a pas l'air très complètement anti-vax, le Zemmour. Ah non, on fait pas les factions, on va pas faire Imperium, etc. Sinon on va s'emmerder. Là pour le moment on fait les démons du chaos, on fait le chaos, on fait chaos, puisque c'est le mot-clé. Ouais, donc potentiellement Zemmour pour Nurgle. Et il nous manque qui? Zinch. Oh, Zinch, c'est soit LFI, soit c'est... Non, c'est Macron. C'est Macron Zinch. Le mec, il a des plans, et à la fin, personne comprend quel est le plan. Mais à la fin, quoi qu'il arrive, c'était toujours le plan. Ouais, non, Zinch, Macron. Rien à cirer, je mets Zinch chez Macron. Les mouches, la pourriture, la nature, c'est ELV. Bah, toi, comment elle s'appelait cette députée européenne là, qui était anti-vax, là, qui est décédée depuis merde.
Rivasi, oui, Rivasi, la branche la branche verte de Rivasi, effectivement, c'était Nurgle, effectivement. Bon, ok, j'accepte Nurgle pour ELV. Et je mets Cinch chez Macron, rien à cirer. Rien à cirer. Enfin, moi, je trouve que ça va très bien, le mec qui fait des discours alambiqués, personne ne comprend, mais à la fin, c'est le plan. D'ailleurs, ça me fait penser, là, comme j'approche les... c'est un truc que j'ai prévu de faire. Comme j'approche les 40 000 followers sur Twitter, je vais faire une série de mèmes EU40K. Genre Warhammer 40 000, mais c'est l'Union Européenne. Je vais faire une série de mèmes sur ça, ça va être marrant. Du coup, je garde les idées là des dieux du chaos en fonction des parties. Ça va être drôle. Bon, ça va être drôle, ça va me faire marrer. Moi, c'est bien suffisant. Après, les autres, c'est que du bonus, mais... Mais en vrai, ça m'est arrivé de faire des mèmes 40K sur la politique européenne, et à chaque fois, j'ai des mecs qui m'écrivent après en DM, faire « Oh putain, c'est trop bien !» Genre des gens qui bossent à la Commission Européenne, qui sont des institutions européennes, des gens sérieux, ça, « Oh putain, c'est trop bien !» et tout, tu fais des mèmes 40K et tout, c'est trop bien. Moi, je peux pas parler de 40K au bureau, les gens comprennent pas. Je suis là, ouais. Bienvenue au club. Bienvenue au club. On m'a même proposé de rejoindre un groupe de gens qui faisaient du tabletop sur 40K, enfin du tabletop Warhammer. J'ai décliné parce que en fait, moi j'ai appris à aimer l'univers Warhammer par les jeux vidéo, mais j'ai jamais joué le tabletop, j'ai jamais joué les figurines, etc. Si les commissions européennes utilisent son budget pour des figurines, ça va se voir. Ah, s'ils commencent à dépenser les budgets effectivement pour acheter des figurines Forge World, effectivement, et à un moment donné, ça va finir par se voir. Mais d'un autre côté, après, les mecs vont se faire des armées qui auront de la gueule, quoi. On n'est pas sur des achats à 50 euros, non, mais tu sais, quand tu parles de fonds européens, tu sais, tu parles de plusieurs centaines de milliers d'euros, de millions, voire même de millions d'euros. Donc 50 euros, tu sais, tu peux le faire passer ici et là, quoi. « 50 euros à l'échelle d'un projet européen, ça va, c'est peanuts. C'est pour les simulations comment tu crées. Ouais, c'est... En fait, c'est pour ça que les Allemands, ils ont plein de fonds. Ils disent qu'ils donnent plein de thunes aux Ukrainiens. En fait, ils filent pas d'armes. En fait, c'est juste leurs nerds qui s'achètent des figurines Warhammer et qui font passer ça sur la note sur la note de l'Ukraine. Oh, putain, mais paye le Wargame quand il met... En plus, je vois trop le Wargame. Alors, lui, on va dire que c'est la Russie. tu mets un vieux démon de Nurgle à la con. Les virgules, c'est pour mettre le dessous du million. Et voilà, c'est pas tout à fait les mêmes échelles. C'est pas tout à fait les mêmes échelles. Bon, là, on est parti complètement en vrille là, à parler de Warhammer là, sur les politiques européennes. Est-ce qu'il y a des sujets que vous discutez? Sinon, on peut continuer en partant complètement en vrille, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, j'ai fini ma journée, hein, moi, rien à foutre. Vous voulez qu'on parle de Warhammer, on parle de Warhammer. Hein, moi, je suis pas difficile. Hein. Je suis pas difficile. C'est dommage parce qu'on parle pas de Commission Européenne, mais on parle de Warhammer, donc moi... D'ailleurs, après, je vais me lancer une partie. je vais pas m'emmerder. J'irai faire mon dîner et après ça va gamer. Bon, les enfants, s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, moi je vais vous laisser aller bouffer, je vais vous laisser aller faire mon dîner, mais après je vais pouvoir aller gamer. Donc je vais faire ma petite conclusion, à moins que vous ayez un sujet, que vous avez absolument besoin de mes lumières sur un truc. On va conclure, comme on dit. On va conclure. Donc j'espère que vous avez apprécié cette... Je vais faire tomber ma caméra. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Je raid jamais. En vrai, non, je raid jamais parce que Alors déjà, c'est rare que je raid parce que En fait, comme je fais du contenu en français et en anglais, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font les mêmes genres de trucs que moi, je sais jamais en fait qui est en ligne. Donc je raid pas parce que je suis... c'est pas que je raid pas parce que je suis un gros égoïste qui veut pas partager la hype, mais d'une part, bon, c'est pas avec mes 11 followers que je vais renverser la face du monde, mais surtout, en fait, je sais pas qui stream en ce moment.
Mes lumières offlées au bureau de la commission. Oh, t'es mauvaise langue, c'est pour l'environnement. C'est pour l'environnement. Ah putain, non mais ouais, mais... En vrai, moi, ça m'a... Au PE, c'était la même chose quand on avait quand on bossait le soir, genre régulièrement, fallait qu'on bouge la chaise parce que la lumière s'éteignait dans le bureau du Parlement. Donc non, c'est pas juste la Commission européenne, mais ouais, effectivement, cotisez-vous les gars. Cotisez-vous, donnez pas des subs, me donnez pas des subs. Faites des donations à la Commission européenne pour qu'ils puissent investir dans des lumières chez eux. T'es arrivé à la fin, donc t'as juste le commentaire. Ah bah, t'es arrivé au bon moment. T'es arrivé au bon moment là. Je veux dire, t'as eu le commentaire de qualité. Hein. On a parlé de lumière, on a parlé Warhammer, stream de qualité comme t'as vu. Carte du monde, bah écoutez, on va regarder. Attends, comment ça fonctionne. J'ai dû faire 2 raids dans ma vie. Raid, c'est carte du monde. Il est en live là, carte du monde. Attends, je vérifie parce que... Hop. Je sais même pas si je le follow carte du monde. Oh là. Non, Julie, je ne veux pas. Attends, j'ai le son du coup d'un stream là, random. Bougez pas. Attends, du coup, je tape random. Oh, c'est quoi ce... Le stream du malaise, quoi. Alors, oui, effectivement, il est en live. Allez. Allez, on va mettre le... On va balancer le raid chez Carte du Monde. Je vérifie que j'ai le bon nom. Carte du Monde, allez. Dites-moi si ça marche. Passez le bonjour à Carte du Monde, du coup. Et sinon, bah, avant que je fasse le raid, laissez-moi faire les dernières annonces, évidemment. Prochaine fois que je vous vois, c'est vendredi. Vendredi, revue de presse à 17h. La semaine prochaine, probablement un programme Taillight, parce que je suis un peu fatigué, il faut que je prépare les prochains streams. Et sinon, comme d'habitude, bah écoutez, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un follow. Si vous avez aimé encore plus ce que vous avez vu, lâchez une pièce à votre streamer avec un sub, ça fait toujours plaisir. Merci encore à Donkey Shore pour le Prime, ou pour l'abonnement en tout cas. Et puis voilà. Et sur ce, bah écoutez, on va raider Carte du Monde, on lui passe le bonjour. On va voir si ça marche bien. Allez, à toutes les enfants. Ciao, ciao.